Puis, toi, est-ce que tu vas voter aux prochaines élections? Ou non? Je me suis longtemps posé cette question-là, moi. Voter. J'étais pas sûr que c'était pour moi. Je me sentais pas vraiment compétent. Pas à ma place, à l'époque en tout cas. Bon, c'est parti. Salut, je m'appelle Jean-François Sénéchal. Je suis prof chargé d'enseignement à la faculté de philo de l'Université Laval. Bienvenue à Je pense, donc je vote. C'est ton podcast. C'est un podcast qu'on a pensé pour toi. Un balado consacré à la vie démocratique. Bon, le ton de prof va toujours être là dans le balado, c'est sûr, mais les préoccupations, ce sont les tiennes, les questions aussi. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Et les pistes de réflexion nous concernent tous. Dans ce premier épisode, on va aborder la question de la place du citoyen dans le débat politique ou le savoir citoyen. La question est assez simple, c'est est-ce que j'en sais suffisamment pour aller voter? Donc, est-ce qu'on en sait assez? Est-ce qu'on a à ce point besoin d'en savoir là, sur la politique pour aller voter? Et c'est une question importante parce qu'il y en a beaucoup qui hésitent à aller voter exactement pour cette raison. Je ne suis pas assez compétent. Est-ce qu'il y a un minimum de compétences ou de connaissances nécessaires? Est-ce que je dois connaître, je sais pas, les enjeux publics, le dernier budget? Qu'est-ce que je dois savoir? Puis est-ce que, si je le sais pas, est-ce que ça justifierait de m'exclure du processus de vote? Je pense, donc je vote. Un balado produit par l'Université Laval avec le soutien d'Élections Québec. Tu vas peut-être te reconnaître, on a recueilli le commentaire d'une jeune électrice qui se questionne exactement sur le sujet, son propre droit de vote, l'exercice de son vote. Voici son commentaire. Bon, c'est pas sa vraie voix, ce sont ses vrais propos, mais on s'est servi d'une voix de synthèse là, pour protéger son identité. Je sais pas, on nous demande de prendre la responsabilité de voter. On vient juste d'avoir l'âge de la majorité, puis on sait aucunement ce qui nous attend. Il faudrait peut-être un cours de politique, peut-être pour voir sur quoi on aura notre mot à dire finalement. C'est une bonne question. Est-ce que ça prend un cours de sciences politiques pour aller voter, coudonc? Pour explorer ce genre de questions, je reçois Jérôme Gosselin-Tappe, qui est professeur de philo à l'Université Laval. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci de te prêter à cet exercice. C'est un grand plaisir. Jérôme, est-ce que ça prend un cours de philosophie politique avant de voter pour la première fois? Non, pas du tout, heureusement pas. En fait, techniquement, pour voter, tout ce que ça nous prend, c'est une volonté de faire société avec les autres, puis de participer au débat public, s'intéresser au débat public. Donc, en tant que citoyen, là, on est déjà a priori, si on veut voter, tout à fait compétent pour le faire. Est-ce que tu te souviens de ton premier vote, Jérôme? Est-ce que toi aussi, est-ce que ça te faisait peur? Oui, en fait, je me reconnais un peu dans l'électrice dont vous avez lu les paroles. En fait, mon premier vote, comme pour plusieurs personnes, c'était à l'époque du cégep. Puis, j'étais jeune adulte. Évidemment, j'avais déjà un peu de cours de philo, de sciences politiques, mais j'étais tout aussi stressé par la chose politique que l'électrice, au sens où, même si le vote lui-même me stressait peut-être pas tant que ça, participer au débat public, ou en tout cas, du moins m'impliquer, c'était quelque chose qui m'inquiétait. J'avais l'impression à ce moment-là de pas avoir assez de connaissances, pas être assez politisé finalement pour prendre la parole dans une assemblée générale d'une association étudiante par exemple, ou me présenter au conseil de quartier au fond là, je vous parle du vote, mais je parle de la participation démocratique en général. Puis je le sais, quand on est un jeune adulte au cégep ou ailleurs, il y a un moment où on a l'impression qu'on n'a pas assez de connaissances pour être pertinent dans le débat public, comme électeur ou comme citoyen en général. Puis d'où ça vient cette crainte-là de l'incompétence? L'incompétence citoyenne, il y en a plusieurs qui la nomment comme ça. Pourquoi on a peur de voter? D'où ça vient cette idée que
ça prendrait des connaissances extraordinaires ou qu'on manquerait de connaissances pour aller voter. D'où ça vient, ça? Mais, en tant que tel, ça vient en particulier du fait que la société dans laquelle on évolue en ce moment, elle est complexe. Les débats de société auxquels on est confronté, ils font intervenir plusieurs paramètres, plusieurs enjeux. Puis évidemment, la courbe d'apprentissage est assez difficile. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à un nouveau dossier, il y a beaucoup de choses à connaître, beaucoup de choses à maîtriser, puis on a toujours l'impression que les autres en savent plus que nous, qu'on comprend pas les débats pleinement. C'est une impression qui, on va le voir, problématique parce qu'elle n'est pas fondée. Mais a priori, quand on est présenté à une question, on a tendance à se dire que on serait pas pertinent, on serait pas compétent pour prendre position parce qu'on connaît pas tout, on comprend pas tout. Puis en même temps, c'est une marque d'humilité normale. Je connais pas tout, je vais me prononcer, mais en même temps, je connais pas tout. C'est une belle fondation pour se tourner justement vers le savoir. Là, je sais pas tout, je suis prêt à apprendre, je suis peut-être prêt à voter, peut-être. Très belle question. Ça, en fait, t'as tout à fait raison de dire que l'humilité par rapport à ce qu'on sait puis ce qu'on sait pas, c'est une chose essentielle pour un débat démocratique qui est sain. Par contre, là où ça pose problème, c'est quand ce sentiment-là d'être incompétent est partagé de manière systématique par des gens qui appartiennent à un groupe puis qui vont finalement, en tant que groupe, être sous-représentés pour cette raison-là. C'est le cas pour les jeunes, mais c'est le cas pour un ensemble de groupes dans la société où on voit que le sentiment d'humilité ou d'incompétence, il est pas partagé de manière équitable entre les citoyens. Et donc, c'est important, oui, d'être puis de reconnaître là où on est plus ou moins savant, ou là, des dossiers sur lesquels on est plus ou moins compétent. On reparlera de cette notion-là plus tard. Mais une chose certaine, c'est qu'il faut reconnaître aussi que dans tous les dossiers, on a notre place. Puis qu'on doit sentir à l'aise de participer à la discussion démocratique. Puis je reviens en fait sur un autre point qui est important. On parle du vote, mais c'est pas seulement du vote dont il est question. Donc oui, au moment des élections, on peut être plus ou moins confiant du point de vue qu'on veut faire valoir, mais c'est vrai dans tous les forums qu'on pourrait qualifier de démocratiques. Il y en a plusieurs. C'est vrai. Puis, mais est-ce qu'il n'y a pas des... je comprends, n'importe qui, je dirais, peut voter, peu importe son niveau de connaissance, mais est-ce qu'il n'y a pas un niveau de connaissance minimal, je dirais, avant de se pointer, ou est-ce que n'importe qui peut se pointer à un bureau de vote puis voter, là? Mais je pense qu'il y a deux choses dans la question. Premièrement, en fait, je dirais que la question est peut-être mal formulée dans la mesure où elle présuppose... Ah, c'est gentil. Non, mais c'est pas contre toi, mais disons que l'idée de connaissance minimale, ça vient déjà en quelque sorte là cadrer le problème ou cet enjeu-là d'une manière que je voudrais réviser. Donc, sur le plan des connaissances, il y en a pas, à mes yeux, qui sont absolument minimales. À part celles qui concernent les processus de participation citoyenne ou de vote, vraiment qui rendent le vote ou la participation possible. Mais au niveau des connaissances sur les enjeux, il y en a pas qui sont minimales au sens fort. Ce qui est important, c'est davantage une disposition. C'est-à-dire que pour participer à la délibération démocratique, aux discussions en société, c'est pas tant des connaissances dont on a besoin, mais c'est une attitude par rapport aux autres points de vue. Donc, l'attitude d'humilité dont tu parlais un peu plus tôt, mais c'est un peu celle-là. Donc, il faut être, a priori, intéressé à entendre ce que les autres ont à dire, en apprendre le plus possible quand on est face à d'autres points de vue sur quels sont les intérêts, quelles sont les préoccupations de nos concitoyens. Puis une fois que c'est le cas, une fois qu'on a cette disposition-là d'humilité puis d'ouverture, là, on est tout à fait pertinent dans les débats publics. À ce moment-là, pourquoi dans le discours ambiant, on entend l'idée que il faudrait pratiquement remettre les décisions politiques dans les mains des plus compétents, savants, le discours expert, là, c'est fort en ce moment. C'est comme si les citoyens avaient pas toujours leur mot à dire. Qu'est-ce qu'on répond à ceux qui disent pourquoi on confie pas ce genre de décision-là ou pour décider ne serait-ce que quelles sont les personnes les plus compétentes pour prendre les décisions importantes pour notre pays, notre nation? Pourquoi on confie pas cette tâche-là à des gens compétents, savants, expérimentés? Pourquoi pas laisser à d'autres, ceux que ça intéresse en tout cas, le pouvoir de nous guider politiquement? Ça aussi, c'est une super belle question. Parce que au fond, ce que tu nous dis, c'est qu'il pourrait exister quelque chose comme une communauté d'experts qui serait mieux qualifiée, qui serait plus compétente pour prendre des décisions à l'avantage de tout le monde.
Donc ça, puis au fond, on peut s'imaginer que dans plusieurs dossiers très complexes où il y a plein de paramètres, des dossiers techniques, par rapport aux décisions qui concernent l'ensemble de la société, on peut s'imaginer qu'en tant que citoyen, on est limité dans le type d'opinion ou d'avis qu'on peut formuler. Ma réponse à ça, c'est qu'il n'existe pas une telle communauté d'experts qui pourrait prendre des décisions en avantage de tout le monde. Pourquoi? Il y a 3 raisons pour ça. Premièrement, il y a des désaccords au sein même des experts sur quelles sont les bonnes décisions à prendre. Ça présuppose au fond là, de voir l'expertise comme une solution miracle à nos problèmes de société. Ça suppose au fond qu'il y aurait des décisions qui seraient prises très clairement, de manière unanime par les communautés d'experts. Déjà là, c'est pas possible. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle c'est pas possible, c'est que les communautés d'experts ou ce type de groupe-là, ça sera jamais représentatif de l'ensemble des points de vue puis des préoccupations d'une société. C'est-à-dire que la manière dont l'expertise est construite, c'est pas nécessairement un regard sur la réalité. C'est un regard particulier sur la réalité. On a aussi dans les groupes d'experts certains biais. Il y a des groupes, il y a des profils d'individus qui sont plus représentés que d'autres. Quand on veut prendre une décision qui est à l'avantage de tout le monde, il faut au minimum qu'on soit en mesure de prendre en considération l'ensemble des différentes positions qu'on peut occuper dans la société. Puis ça, les groupes d'experts pourront jamais pleinement représenter ça. Troisième point, c'est qu'au fond, en bout de ligne, les citoyens, l'ensemble de la société, va toujours être aussi compétente que les experts sur quelles seraient les valeurs qu'on veut promouvoir en prenant certaines décisions. Et là, je m'explique. C'est-à-dire qu'une décision, même s'il est appuyé par un ensemble de connaissances techniques, ça va toujours mettre de l'avant, si on veut, une certaine vision de ce qu'est le bien commun, ce qu'on vise, quelles sont les valeurs qu'on veut réaliser. Puis là-dessus, les experts, ils n'ont pas... Ils n'ont pas autorité. Ils n'ont pas autorité. C'est quoi le bien? C'est pas les experts qui vont en décider. Là. On doit toujours, au fond, décider en tant que société ce qu'on veut faire avec certaines connaissances techniques. C'est-à-dire que l'expertise sur tout domaine, ça nous dicte des voies qu'on pourrait suivre en tant que groupe, mais pas la voie à suivre. Est-ce qu'on l'a testé, ça? Historiquement, est-ce qu'on n'a pas déjà tenté l'idée de donner le pouvoir à des experts, des savants? Est-ce que ça tourne bien? Est-ce que ça tourne mal? Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Ah oui, en fait, on le teste assez souvent pour toutes sortes de décisions. Puis, écoutez, je vais pas donner un exemple historique précis parce que je veux pas me faire d'ennemis, mais je vais donner un exemple que tout le monde connaît ou un type d'exemple que tout le monde aurait pu connaître. Si on prend des décisions qui concernent des aménagements urbains, par exemple. Évidemment, c'est des décisions qui demandent un certain niveau d'expertise. C'est compliqué, savoir comment on va structurer un quartier, des travaux d'entretien, par exemple, ça demande énormément d'expertise en génie civil ou peu importe. Donc, en bout de ligne, là, on a des décisions qui sont prises en partie par des experts. Là, je suis certain que tout le monde a déjà eu l'expérience d'un aménagement urbain qui a été réalisé, qui était peut-être tout à fait logique d'un point de vue techniquement bien réalisé, très bien réalisé, mais qui aux yeux des usagers, ceux qui vivent dans le quartier, fait absolument aucun bon sens. Pourquoi? Parce que il y a des intersections qui sont devenues dangereuses du jour au lendemain, parce qu'il y a des problèmes de coordination entre les différents usages de la route. Puis là, on le sait très bien qu'un citoyen lambda aurait pu tout de suite voir ce qui clochait avec le plan d'aménagement, mais que c'est quelque chose qui a complètement échappé aux experts. Donc, premièrement, là, ça fait le pont avec une des considérations que j'ai soulevées un peu plus tôt, qui est de dire que, au fond, il y aura toujours des angles morts, si on veut, dans le type d'avis que peut rendre un groupe d'experts. Première chose. Deuxième élément, là, ces aménagements-là, ils vont toujours, si on veut, véhiculer certaines valeurs. C'est-à-dire que choisir comment on réaménage un quartier, ça peut être tout à fait logique d'un point de vue si on veut, de ce qu'on a comme connaissance en termes d'urbanisme. On a une conception aussi c'est quoi la ville idéale. Fait qu'on pourrait avoir une décision qui privilégie la circulation automobile, le vélo, les piétons. Puis ça, au fond, c'est en tant que société qu'on va convenir de ça. Ça doit impliquer, oui, une certaine forme d'expertise, mais ce que l'ensemble des citoyens qui sont usagers ou qui partagent un même quartier veulent faire de ce quartier-là. Donc, au fond, on a plein d'exemples de historiques où ça n'a pas bien fonctionné.
Bon, ben on le saura. C'est pas toujours la solution idéale pour tout ça. On critique la part des experts, mais j'imagine que le savoir, l'expertise, l'expérience, il doit y avoir des enjeux ou des types de problèmes où ça devient nécessaire. C'est quoi à ce moment-là la place du savoir expert dans ce genre de décision-là? Oui, absolument. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même des dossiers où, de par le haut niveau de complexité de ces dossiers-là, ben nécessairement l'expertise va devoir prendre une plus grande place. Puis là, j'ai plusieurs exemples. Donc, tout ce qui touche les politiques environnementales, tout ce qui touche les politiques de santé publique, les politiques économiques, on a affaire à des dossiers qui ont énormément de paramètres d'un haut niveau de complexité, et donc ben on peut comprendre que on peut supposer du moins que dans ces dossiers-là, un citoyen aura pas toutes les clés qui permettent de formuler, si on veut, un point de vue parfaitement éclairé. Bon, là-dessus, il y a énormément de nuances, par contre, qu'il faut faire. Même dans les cas très complexes, l'argument, ou peut-être la considération que j'ai soulevée un peu plus tôt, liée aux valeurs, s'applique toujours. Oui. C'est-à-dire que peu importe le niveau d'expertise qui est requis pour comprendre un enjeu, il va quand même y avoir une discussion sur l'horizon moral, l'horizon de valeurs dans lesquels s'inscrivent les décisions qu'on prend collectivement. Oui. Puis ensuite, j'aurais aussi des nuances à faire au niveau en ce qui concerne la compétence, mais c'est une compétence qu'on peut acquérir. C'est-à-dire que, au fond, à partir du moment où on a un débat public, où on est en mesure de mettre en évidence les éléments importants dans un débat ou dans une question même très complexe, on peut, en tant que société, diffuser, si on veut, un niveau de compétence suffisant pour qu'il y ait un dialogue entre citoyens sur ces enjeux-là. Ben justement, j'avais envie de plonger dans quelque chose, d'un exemple un peu plus concret. On parle de la complexité, des fois des enjeux. Lorsqu'on parle d'élaborer une politique publique, par exemple, si ça concerne une problématique là, hautement complexe, technique, en quoi les savoirs citoyens ordinaires, c'est moi comme ça qui va les qualifier, en quoi ça peut contribuer à... Si on prend l'exemple, disons, l'intelligence artificielle, c'est là en ce moment, c'est compliqué. On essaie de créer des politiques publiques pour guider le développement, l'encadrement de ces technologies en intelligence artificielle. C'est quoi qu'un citoyen ordinaire peut apporter à ce débat-là? En fait, je te répondrai en revenant à l'exemple que j'ai donné un peu plus tôt sur l'aménagement urbain. Ouais. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on avait très clairement des choses qui échappent parfois à des experts, même sur des dossiers très compliqués, puis qui sont tout à fait évidentes pour des citoyens. Dans les enjeux très complexes comme ceux que tu as nommés, le cas des technologies comme l'intelligence artificielle, c'en est un, mais l'exemple des politiques environnementales, qu'est-ce qu'on fait avec nos écosystèmes, comment on intervient, c'est très complexe aussi. Mais même dans ces cas-là, il y a des phénomènes semblables à ceux qui se produisent à l'échelle d'un quartier, mais qui se produisent à l'échelle de ces grandes technologies-là. Est-ce qu'on prend pleinement en considération l'ensemble des impacts que ça va avoir sur les citoyens? Est-ce qu'on prend en considération l'ensemble des points de vue possibles sur ces technologies-là, les considérations, les préoccupations? Est-ce que et ça, pour que ce soit pleinement considéré, ben il faut que le citoyen puis ses savoirs situés aient une place dans la décision, les processus de décision qu'on met en place par rapport à ces technologies ou ces grands projets-là. Tu mentionnes savoir situer. Savoir situer, qu'est-ce que c'est un savoir situé? Comment tu l'expliques? Qu'est-ce que ça veut dire? Grosso modo, c'est simplement de dire qu'en tant que citoyen, on a une perspective particulière sur le monde. C'est-à-dire que ce qu'on est comme personne, notre profil, notre histoire, notre biographie, ben, fait qu'on a une compréhension, on a un regard sur la vie en société qui est unique puis qui a une valeur en soi. C'est-à-dire que peu importe notre niveau de connaissance d'un enjeu, on va quand même expérimenter et vivre une politique publique à partir d'un point de vue qui se vaut puis qui a une pertinence. Puis ces savoirs situés là, liés à l'expérience concrète puis particulière qu'on a du monde, ben c'est tout aussi important que des savoirs très techniques pour prendre des décisions qui concernent l'ensemble de la société. C'est comme si on se disait que le citoyen non expert a une forme de savoir unique. Là. J'essaie de me mettre à la place de la personne qui aura le droit de vote, mais qui n'a pas grand savoir, sinon une sorte de connaissance de son quotidien, de
de la vraie vie, du gros bon sens. Est-ce que c'est ça qui vaut un vote finalement? Ah, tout à fait. Puis même au-delà là, de la question du gros bon sens, en tant que citoyen, on a un regard particulier sur le monde qu'on doit avoir puis qu'on doit inclure dans nos processus de décision pour qu'on prenne vraiment des décisions collectives qui sont non seulement efficaces, mais qui répondent à toutes les préoccupations qu'on a en société, puis qui aussi représentent si on veut, le pluralisme des valeurs qu'il y a dans une société démocratique donnée comme la nôtre. Chaque citoyen a un savoir précieux et unique. En même temps, c'est vrai que la vie politique, ça peut être intimidant. Alors, les débats sont complexes. On peut parfois avoir le sentiment de pas être suffisamment informé pour participer à tout ça. Mais qui, justement, pourrait prétendre être suffisamment informé? Et si je n'étais pas seul dans cette situation? C'est peut-être ça l'essentiel. Très informé, peu informé, presque pas informé. On a tous néanmoins un pouvoir. Puis c'est ce pouvoir de tenter de donner un peu de sens à notre vie démocratique. C'est peut-être ça qui importe. On a tous le pouvoir de décider où on s'en va, de décider c'est quoi les buts que nous souhaitons collectivement atteindre. On a tous le pouvoir de dire « Bon, là, ça s'en va dans la bonne direction, puis ça correspond à mes valeurs. Mes valeurs. Tes valeurs. » Tout le monde a son mot à dire. Évidemment, le regard des experts est essentiel pour analyser, pour comprendre tout ça, mais le savoir des citoyens, ce qu'on appelle le savoir citoyen, il est peut-être encore plus essentiel. Non seulement parce que toi, moi, nous sommes directement au cœur de tout ça, mais parce que nous sommes, vous êtes, tu es le fondement même de la démocratie. Évidemment, le regard des experts, il est essentiel pour penser, analyser, comprendre tout ça, les enjeux, mais le savoir des citoyens, lui, ce qu'on appelle le savoir citoyen, il est peut-être encore plus essentiel, peut-être plus important parce que non seulement il est au cœur de tout ça, mais parce qu'il est le fondement même de la démocratie. Ce sera ça, le cœur de nos prochains épisodes. Penser, réfléchir, parce que le vote commence peut-être par ce simple geste. C'était « Je pense, donc je vote ». On se revoit ici au prochain épisode. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. Une réalisation de David Labrec, produit par l'Université Laval, avec le soutien d'Élections Québec.